Bonjour Françoise Davis. Bonjour. Bonjour Carla Desrolles. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes tous les deux les réalisateurs d'un documentaire en 3 épisodes. Il sera diffusé ce soir sur France 3, en ce jour de Saint-Valentin précisément. Ça s'appelle L'amour à la française. Françoise, on t'avait reçu il y a quelques temps pour ce premier documentaire que vous aviez réalisé, déjà Histoire d'une nation, formidable documentaire. Cette fois-ci, vous remontez le temps aussi. Vous remontez le temps sur plus de 2 siècles d'évolution en révolution qui conditionne l'amour, le désir, le consentement, la séduction aussi. On ne séduit pas aujourd'hui comme on séduisait au 19e siècle, notamment parce que les femmes, d'ailleurs, n'avaient pas ce rôle. Elles n'y étaient pas autorisées, c'est ce qu'on explique. C'est ce que vous expliquez aussi dans ce documentaire en 3 épisodes. Et d'ailleurs, après avoir vu, j'ai eu la chance d'avoir vu un peu en avant-première ce documentaire en 3 épisodes, c'est un peu ce que l'on se dit finalement. L'amour à la française, c'est d'abord et surtout l'histoire d'une lutte, la lutte des femmes, les mouvements féministes par la conquête de la liberté, de l'autonomie et surtout de l'égalité. C'est ça? J'ai à peu près bien résumé? Ben oui, c'est sûr que ce soit Histoire d'une nation sur l'immigration ou celui-là, notre fil directeur, c'est l'égalité. Et puis, c'est la construction de la nation française. Nous, ce qui nous a fait, ce qu'on trouvait drôle, en fait, et très intéressant, comme on avait fait Histoire d'une nation en montrant comment ce pays est un pays d'immigration, ben là, on voulait raconter ce pays sur une question qu'on considère comme étant ahistorique, qui est l'amour. C'est quand même, c'est pas rien c'est une affaire d'État en France. Hein. Pour une chose toute bête, c'est que on a écrit tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et ça, sur l'amour, ça a des conséquences incroyables, puisqu'il faut, ils ont, je pense, tout le 19e siècle, ils ont passé leur temps à essayer de prouver que même si on était égaux, les hommes et les femmes, on était tellement différents qu'il fallait créer de la hiérarchie et de la domination. Et les femmes n'ont eu de cesse que de chercher à s'émanciper de ça. Car, je le disais, c'est l'histoire de l'amour à la française, c'est l'histoire de combats féministes, mais c'est aussi, j'ai essayé de trouver le dénominateur commun sur ces 3 épisodes, et j'ai eu le sentiment que la question du consentement, peut-être, était peut-être le dénominateur commun de toutes les étapes vers lesquelles on a fait évoluer la question de l'amour à la française. Si ce consentement est bien le dénominateur commun, c'est aussi l'histoire d'une domination de l'homme sur la femme, c'est ça aussi qui est raconté dans ce documentaire? Tout à fait. Et c'est ça qui était intéressant, il y a une espèce de fierté française, une sorte d'amour à la française qui existait et qui est devenue ces dernières années dans le discours politique même un marqueur de l'identité française. Et donc c'est ça qu'on voulait aussi questionner, interroger. Et quand on gratte, effectivement, on s'aperçoit que cet amour à la française, il repose essentiellement sur une domination masculine, notamment par le biais de la galanterie, etc. Et que toute l'évolution on va dire, du combat des femmes a permis de bouger cet amour à la française, de le remettre en question et d'en faire quelque chose qui soit un peu plus égalitaire en tout cas. Alors au-delà des mobilisations et peut-être plus que la politique, parce qu'évidemment on comprend aussi que l'amour est éminemment politique, cette politique où je vous cite, parce que c'est cette phrase qui est assez forte, les nobles n'ont pas changé que les lois, aussi ce qu'il y a dans la tête, dans nos têtes. On a le sentiment que la littérature au 19e siècle, la chanson et le cinéma au 20e siècle ont aussi été déterminants dans nos rapports à l'amour. Vous dites même que le cinéma va décider des nouvelles normes. Alors est-ce que finalement, c'est ça aussi qu'on comprend dans ce documentaire, c'est que le politique a aussi beaucoup œuvré dans nos rapports intimes, ou en tout cas dans l'évolution de nos rapports intimes, mais l'art, le cinéma, la littérature a aussi beaucoup joué sur nos codes de l'amour. Et c'est ça qui est super dans cette histoire-là, c'est que c'est pas à sens unique, c'est-à-dire il n'y aurait pas une puissance dominante qui déciderait de tout. C'est qu'il y a aussi, et ça c'est assez beau aussi dans le film, l'amour et notamment l'expression culturelle, toutes les expressions qui font bouger les normes. Et c'est un vrai combat comme ça. Alors c'est pas l'idée qu'on a de l'histoire qui est toujours qu'on pense toujours aller vers le beau. C'est des strates qui s'accumulent et des codes qui s'accumulent les uns aux autres. Et du coup, oui, les livres, enfin, par exemple le romantisme. Alors le mot romantique, il couvre plein de choses dont on parle dans le film puisque ça change. Mais le romantisme, c'est vraiment l'expression comment dire, des jeunes bourgeois pour lesquels c'est insupportable la situation qu'on leur a créée, qui fait que c'est des mariages arrangés, qui fait que de toute façon on peut pas aimer sa femme, et inversement. Et quand même Balzac dit ne commencez pas le mariage par un viol. Le romantisme, il y a plein d'autres raisons de romantisme, mais il y a ce côté-là. Comment exprimer
la souffrance qui fait que sur Terre, on ne peut pas aimer vraiment. Et ben, c'est le romantisme, c'est-à-dire ces amours complètement rêvés, fantasmés. Et puis le cinéma, on fait un moment, dans le deuxième épisode, on raconte un peu Pagnol et Prévert, le match, c'est-à-dire Pagnol qui est à Montponette, qui rentre chez elle et qui choisit la sécurité du mari, et puis t'as de beaux yeux, tu sais, de Prévert. Donc t'as de beaux yeux, tu sais, c'est important dans notre histoire à tous. Voilà, c'est qu'à un moment donné, t'as de beaux yeux, tu sais, et une femme qui dit embrasse-moi sur consentement, c'est quelque chose. Surtout dans un monde où il y a encore maintenant, faudra regarder parce que nous ça nous a sauté les yeux une fois qu'on avait travaillé. L'idée que quand on embrasse une femme, elle tombe amoureuse. C'est-à-dire le baiser forcé, il est encore dans un film sur 3 romantique. Hein. Et donc ça, c'est incroyable. C'est La Belle au bois dormant, donc c'est vraiment le 19e siècle. Ça n'était pas l'histoire de départ hein, de La Belle au bois dormant, c'est l'histoire à l'arrivée. Et maintenant, encore dans les films, moi je connais pas une copine qui s'est fait embrasser de force et qui est tombée amoureuse du gars. Hein. Je rassure tout de suite, faut pas faire comme ça. C'est comme on est la Saint-Valentin. Faites pas ça ce soir, quoi. Il y a les films et il y a la réalité. Là, ça me fait penser à une séquence, parce que ce que vous dites là me fait forcément penser à une séquence qu'on a vue très politique vendredi dernier. C'était avec Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe. Quand Darmanin dit à la journaliste « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer », on est d'accord qu'on est là dans un rapport de domination avec une connotation quand même éminemment sexuelle. Oui, bien sûr. Et puis, quand on regarde sur un plan historique, on s'aperçoit que c'est vraiment une construction culturelle. C'est-à-dire que aux hommes, la raison, l'intelligence, la maîtrise de ses sentiments, voilà, et aux femmes, les débordements, les émotions, etc. Parce que les femmes, c'est bien connu, n'ont pas de cerveau. Donc, du coup, elles sont forcément hystériques. Et il y a ce regard-là, justement, que Darmanin véhicule, et qui a vraiment une profondeur historique forte. Et du coup, nous, on n'a pas beaucoup travaillé avec Geneviève Fraisse sur ces questions-là, voilà, justement sur la raison et la démocratie, enfin toutes les questions politiques qui font que cette construction de l'amour a été une bagarre de 2 siècles. Parce que ce qui est aussi amusant, c'est de voir que la science a partie prenante là-dedans, et qu'il y a des médecins qui analysent les cerveaux féminins, etc., après la mort, ils font des autopsies. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a des grands débats au 19e pour savoir si le cerveau d'une femme, puisqu'on est en pleine théorie des races, est supérieur ou pas à la race noire. Donc il y a des débats là-dessus pour dire que vraiment, pour femmes, elles n'ont pas les moyens d'avoir des raisonnements, quoi. Quand on a lu sur les combats féministes, on sait que la lutte féministe et la critique du monde capitaliste est extrêmement au cœur justement des combats féministes. Et puis vous montrez dans le documentaire justement que le rapport entre séduction et prospérité économique, il est presque évident finalement. Qu'est-ce que les périodes de crise précisément, ou au contraire de prospérité économique, vont changer dans notre rapport à l'amour ? Par exemple, alors La Belle Époque, d'abord pour faire un truc positif, c'est superbe. C'est un moment où les femmes travaillent, elles travaillent plus qu'après, hein, ce qu'on dit peu. Et sur l'amour, c'est formidable parce que amour, autonomie, féminisme aussi, hein, et alors grande crise de la virilité, parce qu'il y a une espèce de ce que dit Geneviève Fraisse de ritournelle. Hein, donc dès qu'il y a un peu une émancipation, etc., il y a une crise de la virilité. Au secours, que va devenir l'amour, etc. C'est très bien expliqué dans le film, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, où on voit que les femmes ont été obligées de travailler et les hommes étant au front, revenant, voyant les femmes travailler. Il y a un besoin d'un retour au virilisme, à la viralité. Il y a même je ne sais plus si c'est à ce moment-là, mais vous expliquez qu'il y a des... Non, c'est plus récent, je crois qu'on revient au camp de la virilisation. C'est sans arrêt, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, à partir du backlash de la Révolution, en 93 jusqu'à maintenant, un discours qui revient. Et donc, du coup, sur les moments, Belle Époque, c'est chouette au niveau de l'émancipation liée au travail des femmes et donc à l'image qu'elles ont d'eux-mêmes, hein. Et ça, c'est chouette sur le couple. C'est-à-dire que c'est, par exemple, sans doute une des premières fois où il y a une envie que le couple se fasse sur la base de l'amour, ce qui n'était pas le cas, parce que le couple, c'était sur la base de la famille et de l'héritage. Hein. Et donc, ça, c'est en positif. En négatif, la crise des années 30 est très rude pour les femmes, puisqu'on veut qu'elles retournent travailler et que ça construit une image du couple d'ailleurs, les communistes et les catholiques sont un peu ensemble. Dans un côté
on peut dire quand même émancipateur, mais dans l'idée que le couple, c'est un homme, une femme, que tout le monde va s'épanouir, mais la femme dans le rôle de ma bourgeoise et l'homme dans le rôle du gars qui amène l'argent. Voilà, il y a sans arrêt des allers-retours entre nos vies intimes et puis les situations qui nous sont faites, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours les périodes de prospérité qui sont des périodes d'amélioration. Par exemple, les 30 Glorieuses, c'est plutôt une catastrophe pour le couple, alors qu'on pourrait s'attendre, vu les conditions économiques, à ce qu'il y ait un peu un desserrement des contraintes, et c'est absolument pas le cas. C'est drôle d'ailleurs la double vie, parce que la double vie avant c'était quand même d'avoir un amant. La double vie des années 60, c'est de travailler et de s'occuper de sa vie. C'est un changement de mots incroyable. Qu'est-ce que le contexte, justement, on parlait du contexte de prospérité économique ou les contextes d'après-guerre, par exemple, qu'est-ce que le contexte que l'on vient de vivre, celui de la crise sanitaire, le confinement, va avoir, d'après vous, sur nos comportements amoureux, sur nos comportements sexuels? Il y a un point qui n'est pas abordé, mais vous avez terminé le film, je crois, il y a à peu près 1 an. C'est vrai qu'il y a des sujets. Alors, je dis que vous en avez pas parlé, mais vous en parlez un peu, mais c'est vrai qu'on sent, quand je lis aussi beaucoup ce qui se joue en ce moment sur les questions des pratiques sexuelles, je pense au chemsex par exemple, ou même de la recherche de la performance. Est-ce que c'est lié avec le temps dans lequel le temps qu'on vient de passer? Par exemple, si on prend de l'histoire, puisque nous on a travaillé là-dessus, les années 90, c'est assez intéressant. Il y a la fin des années 70, le début des années 80, qui sont vraiment ce que nos témoins appellent une parenthèse heureuse, c'est-à-dire vraiment quelque chose. Alors ça touche pas tout le monde, mais quasiment quand même. On le sent dans les chansons, on le sent dans l'atmosphère. Les femmes, les jeunes filles notamment et les femmes ne peuvent pas imaginer qu'on va revenir en arrière. Elles font ce qu'elles ont envie et il se passe quelque chose là d'assez chouette qui est complètement stoppé par 2 choses, la crise et le sida. Et le sida, puis je pense cet exemple-là parce que par rapport à une pandémie, quoi. Alors c'est pas la même, mais c'est vrai qu'il y a ces espèces de retours en arrière moraux assez forts, quoi. Il faut des coupables, il faut des responsables, il faut et bon. On voit dans le sida la punition de 68 et du féminisme. J'ai retrouvé cette phrase incroyable qui était des députés de droite qui disaient ça effectivement. Ouais, c'est 60. Et donc à chaque fois l'intervention. Et nous on est marqué par le fait que Geneviève aussi, d'ailleurs, qui dit c'est des gens de mon âge. Ceux qui attaquent, c'est les mêmes qui attaquent la question des femmes, du féminisme, qui portent au nu la galanterie de façon assez étrange, parce que personne parle de galanterie sauf eux. On retrouve un peu les mêmes qu'on avait retrouvés nous dans les discours sur l'immigration. On retrouve, il y a une espèce de constitution de l'identité française là, qui arrive tout azimut, et l'amour là-dedans, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, remettre, comme ils disent, alors j'aime mieux, mais remettre un homme, une femme, etc. Enfin, toutes ces attaques-là. Donc ça, c'est assez. Alors après, moi, je suis pas devin, je sais pas ce que va faire la pandémie. L'autre chose, moi, sur lesquelles il faut, je pense, qu'on s'intéresse et qu'on s'inquiète, c'est que on a une génération de jeunes qui, pendant 2-3 ans, n'ont pas fait de fête, n'ont pas fait de vie ensemble, que ce soit les étudiants, les lycéens, tout ce qui se fait à cet âge-là, ça a été quand même super limité, quoi. Et ça, c'est, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut être attentif à ça. Ça c'est vraiment angoissant. Surtout que nous, on s'est aperçu aussi que c'est quand même beaucoup la jeunesse qui permet de nous faire les bouger, hein, quand même. Hein. Voilà. Et notamment, là, on l'a vu avec MeToo, avec celles qui collent des clitoris partout dans les rues et tout ça, c'est des jeunes femmes, quoi. Et puis, c'est des vieux monsieur ou des vieilles dames qui disent, oh là là, au secours, l'identité nationale et la galanterie. Il y a un point aussi intéressant qu'on a vu dans toutes les études sociologiques ces dernières années, c'est-à-dire c'est une tendance quand même depuis une dizaine d'années, c'est le fait que les jeunes font moins l'amour que les générations précédentes. Il y a un changement. Alors, je ne sais pas s'il va être durable ou si la pandémie va l'aggraver, mais il y a quand même cette idée que les relations sexuelles sont moins au centre, on va dire, que pour les générations précédentes. Il y a un changement là qui est en train de s'opérer. Je le disais, il y a les mouvements, vous l'avez dit, et on le comprend totalement dans le film, les mouvements féministes, évidemment, ont fait considérablement évoluer les mœurs et les pratiques et la sexualité et l'amour de manière générale. On a parlé de la littérature, des arts de manière générale, le cinéma. On voit aussi dans le film quand même que dans cette conquête de la liberté, de cette recherche de la liberté sexuelle, mais aussi de l'égalité,
les mouvements LGBT, les mouvements homosexuels ont été considérablement bénéfiques, porteurs justement de ces combats vers la liberté et de l'égalité. Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, je trouve. C'est que d'abord, il y a une preuve par l'absurde, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas la ritournelle sur oh là là, si les hommes et les femmes sont identiques, ça va être terrible pour l'amour. Bon, de fait, les relations homosexuelles, c'est la preuve par neuf que non, quoi. Que de toute façon, il y a des rapports compliqués en amour, et ça change rien, mais en tout cas, c'est pas une question de différence intrinsèque d'une personne et d'une autre. C'est une rencontre, c'est une rencontre. Donc il y a ce premier plan, et puis après, il y a des questions qui se posent, par exemple, on en a interviewé, le fait que les homosexuels pendant longtemps ne peuvent pas imaginer la vie en couple. Ils sont interdits de vie en couple. Mais ça, sur la question du couple, de pourquoi on est ensemble, de comment on s'aime, c'est forcément quelque chose qui crée, qui invente. Et ça, on a discuté avec Francis Carrier et Gilles. Enfin, c'est vrai que ça par exemple, ça, c'est un apport pour tout le monde qui est fabuleux. Qu'est-ce que le couple quand on est interdit de couple? Eh ben, forcément, on invente. Et donc, dans tout le cours de l'histoire, et puis dès le départ, parce que le mot homosexualité n'est pas, puisqu'avant on disait sodomite, etc. Là, tous ces mots-là, le mot homosexualité, il s'invente 2 ans avant le mot hétérosexualité, chez les médecins toujours, bien sûr. Comme quoi, il y a quelque chose. Alors c'est pour le combattre, hein, c'est pour en faire une maladie. Mais voilà, c'est hétérosexualité, ça vient pour définir quelque chose qui ne serait pas l'homosexualité. Donc ça nous a intéressés, d'autant qu'il n'y a pas énormément de choses sur l'histoire de l'homosexualité masculine, mais alors encore plus féminine. J'ai été très surpris par un commentaire d'un des intervenants dans le documentaire qui semblait expliquer que dans les années 80, notamment après l'ère Mitterrand, ou qui fait sa campagne politique sur la révolution des mœurs, hein, quand même, qui gagne là-dessus, et il dit à ce moment-là, en fait, personne n'est choqué. En tout cas, la question de l'homosexualité était presque banale, naturelle. Il n'y avait pas de problème à se balader. Et ça, là-dessus, j'ai été scotché parce que il y a eu le sida juste après, quoi. Oui. Et oui, mais c'est vrai qu'il raconte ça. Il disait même, bon, lui, il avait 20 ans. Il était dans la provocation. Parce qu'en plus, son amie, sa meilleure amie, c'était la plus belle du lycée, et qu'ils ont rajouté tous les deux sur ce côté-là. Et c'est vrai que tout ça, ils nous ont raconté ces quelques années vraiment oui, ils ont respiré. Ouais. Et puis il y avait les gays. C'est vrai qu'il y avait les gays aux États-Unis. Le rôle des États-Unis, il faut quand même le souligner, sur l'amour est plutôt bénéfique hein, pour ce vieux pays de l'amour qu'est la France. Et en même temps, c'est l'accusation permanente qui existe encore aujourd'hui. Ce qui nous arrive de mal, c'est les États-Unis. Et là, c'était même en interview, il y a une dame qui me dit ça. Elle dit oui, enfin MeToo et puis le puritanisme américain. Donc je fais remarquer qu'à mon avis, ils sont pas ensemble, ils sont pas encore mariés. Mais c'est vrai qu'il y a une accusation de venir de l'étranger dès qu'il y a le flirt. Si on raconte dans le film l'histoire du flirt, c'est vraiment cette accusation-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de l'étranger et qui va faire qu'on va plus pouvoir séduire à la française? Ça, c'est le fameux baiser à la française dont vous racontez aussi d'ailleurs l'histoire, le French kiss qui est totalement interdit au départ et qu'il faut braver beaucoup d'interdits pour pouvoir s'embrasser. S'embrasser en pleine rue, ça n'existe pas. 36 c'est vrai. Oui, et ça reste un outrage public jusque dans les années 60. Ouais. Et on pouvait être verbalisé par un policier sur la voie publique. Mais moi, ce que je trouvais intéressant aussi sur l'homosexualité, c'est que généralement, quand on fait un film sur l'amour, on fait un film sur l'hétérosexualité, et puis l'homosexualité est à la périphérie. Il n'a que peu de rapports. En fait, ce que nous, on a vu, et qui était vraiment, là pour le coup, une révélation, c'est que à chaque fois que la condition féminine s'améliore, c'est bon aussi pour les homosexuels, et inversement, à chaque fois que la situation des homosexuels s'améliore, c'est aussi valable pour les femmes. Ouais. Donc il y a vraiment, parce que c'est un regard en fait hétérosexuel porté sur les deux. Ce qui m'a moi le plus frappé, c'est au 19e, quand on considère que dans l'homosexualité, on fait la différence entre actif et passif. Et actif, on n'est pas homosexuel, on reste un homme, mais passif, on devient une femme. On est efféminé, forcément. Et donc, il y a cette construction du regard. La femme ne peut être que passive. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, et c'est des questions de domination, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie entre hommes,
qui est assez souvent sociale aussi, hein, Clairement. et encore plus coloniale. Il y a une hiérarchie entre hommes, et cette hiérarchie, en dessous, il y a les femmes, quoi. Et donc, au niveau de la puissance masculine, des gros besoins, etc., c'est aussi une question de hiérarchie entre hommes. L'homme puissant, au XIXe siècle, c'est le bourgeois, quoi. Et il a aussi les femmes du peuple. Il n'y a pas un ouvrier qui peut se marier avec quelqu'un qui ne serait pas de son milieu. Il y a le tiers des ouvrières qui sont en ménage, hein, avec soit des commerçants, soit plus haut, quoi. C'est assez. Nous, on a découvert plein de trucs comme ça. C'est un prisme pour regarder les questions politiques et sociales qui sont assez fabuleuses, quoi. Vas-y, Clara. Non, juste justement la différenciation entre le bourgeois et l'ouvrier, ça se joue aussi au niveau de la même façon que les femmes, c'est-à-dire l'homme bourgeois, c'est un homme rationnel, celui qui doit se maîtriser, et l'ouvrier, c'est un homme d'émotion. Les émotions, c'est les émotions. Voilà. Et au 19e, une révolte, ça s'appelle une émotion. Et donc, il y a toujours ce côté, l'homme du peuple, il pleure. On ne pleure pas dans la bourgeoisie. Le bourgeois ne pleure pas. C'est quand même toujours cette hiérarchie qui est très intéressante, parce qu'on voit comment ce regard bourgeois est plaqué sur toute la société et construit nos représentations. Et qui continue aujourd'hui. On voit, il y a un des jeunes, je me souviens, je ne sais plus, qui sont dans un stade de foot, qui dit on ne pleure pas. Enfin, il y a un autre acteur qui est aussi présent dans le film, dans le troisième volet, je crois que c'est celui des médias, et vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai eu ce sentiment-là que la question de la sexualité dans les 2 premiers épisodes est abordée de manière assez pudique, avec beaucoup de pudeur, on ne parle pas beaucoup de sexualité. En revanche, le 3e épisode, on rentre directement dedans, il y a cette citation, j'aimerais savoir ce qu'est l'orgasme, c'est une citation d'une auditrice qui appelle à la radio dans une émission en 1967. Les médias vont avoir un rôle important justement dans cette libération notamment des femmes qui osent aller poser des questions sur leur sexualité, sur c'est quoi un orgasme, comment on a un orgasme. Ouais, le courrier du cœur de comment elle s'appelle, d'une résistante là de Noël. Je me rappelle plus son nom. Ménie Grégoire. C'est des moments importants de prise de parole. C'est vrai qu'en Ménie Grégoire, nous, comme tout le monde, un peu ringard. Lire surtout ce qui se dit chez Ménie Grégoire, c'est incroyable. Et oui, ça. Et puis Paul Naref, j'aimerais simplement faire l'amour avec toi en 67, 65, 66, interdit à la radio, mais on est quand même 2-3 ans avant avec Sheila. C'est des bougies pas possibles, quoi. Les médias. Alors après, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'aussi les médias, c'est, par exemple, avec Strauss-Kahn, aucune une française qui dit viol ou qui parle de la victime. Il n'y a qu'en France, que ça a été comme ça. Alors Strauss-Kahn est français, ok, peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, pas une où on marque le mot agression sexuelle, viol, victime. La victime n'existe pas en France. Il n'y a que Strauss-Kahn qui existe. Pas forcément pour le plaindre, mais enfin, en tout cas, il n'y a que lui qui existe. Beaucoup pour le plaindre. Beaucoup d'intervenants à la télé, à la radio, qui viennent défendre le camarade. Mais il y a aussi, moi j'aime beaucoup parce que Anne-Marie Tisse, on a rencontré aussi et tout, les feuilletons, les romans feuilletons de la fin du 19e, qui jouent un rôle incroyable. Et dans tous les sens. Enfin, c'est quand même l'air du temps. On peut pas dire que c'est réac, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que c'est réac ou est-ce que c'est de l'émancipation? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, parce que on raconte des histoires. L'amour, ça on a découvert aussi, c'est quelque chose qui ne s'est pas beaucoup raconté dans les familles, qui ne se parlent pas. On a trouvé peu de témoins qui savaient comment les grands-parents s'étaient rencontrés, comment ça s'était passé, etc. Ce qui nous a surpris, hein, mais il n'y a pas de transmission de l'amour. Donc c'est toujours un mystère pour les... Alors la sexualité encore plus, hein, mais pour les jeunes... Je dirais qu'elle s'inscrit parfois en contre-modèle, l'amour par rapport à celui qui a été conçu par celui des parents. Je pense à ce que vous expliquez dans le film, par exemple, dans les années 60, la moitié des femmes ont un emploi alors que leur mère n'avait pas d'emploi. Donc ça révolutionne totalement, ça chamboule totalement leur rapport à la liberté, à l'autonomie, et donc forcément à la sexualité. Oui, je ne ferai pas comme ma mère. C'est quand même. Je ne vivrai pas la vie qu'a vécue ma mère. Et puis alors, surtout dans ces années-là, parce que les années 50, pour les femmes, et pour l'amour. Ça a été très très dur. Daroussin le raconte super bien. Ça a été très très dur. Et du coup, une révolte des femmes, alors impressionnante, des jeunes filles, parce que c'est une époque où c'est les jeunes filles qui sont vraiment la pécheresse, la cible à empêcher de façon très brutale. Donc oui, il y a vraiment ce non-dit qui fait qu'il y a
qui joue, et c'est pas un non-dit voilà psychanalytique, c'est un non-dit social et politique encore une fois. Ah oui, parce qu'on a un témoin, enfin une femme qui nous raconte son arrivée à Paris Match dans les années 50. Ouais. Et ce qu'elle nous raconte, c'est que c'est le regard des hommes sur elle déjà, et le fait qu'elle ne couche pas, il la surnomme Jeanne d'Arc. Enfin, il y a un truc vraiment de devoir faire sa place, et qui fait qu'effectivement, elle va être la première à choisir son mari par rapport aux générations de sa grand-mère et de sa mère, qui elles se sont vues imposer un choix qu'elles n'avaient pas décidé. Ça, c'est très frappant ce changement. Le rapport au travail et le fait que les femmes travaillent, ça change vraiment littéralement le rapport amoureux, quoi. Et le rapport amoureux à l'heure des réseaux sociaux, comment vous l'identifiez? Est-ce que c'est la victoire du capitalisme, justement, c'est la victoire de la consommation, parce que il est question beaucoup de consentement évidemment dans le documentaire, mais il est aussi question de la sexualité sans amour. Comment vous voyez cette évolution aujourd'hui de nos rapports amoureux? Je crois que c'est une personne sur trois une personne sur trois aujourd'hui est passée par une application pour rencontrer l'amour. C'est un peu les deux, je dirais. C'est-à-dire, c'est à la fois effectivement un certain triomphe du capitalisme. Il y a un témoin qui explique que lui, quand il choisit sur les réseaux sociaux, c'est une espèce d'entretien d'embauche en entonnoir pour arriver à choisir celle qu'il veut. Donc là, il y a effectivement ce côté-là. Mais on a aussi entendu un point de vue inverse, c'est-à-dire que c'était aussi d'une certaine manière plus facile de faire un premier pas. Ça permettait aussi de sortir un peu plus de son milieu, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui permet ça. Et puis pour les femmes aussi, un début de protection, on va dire, de pouvoir avoir le temps de jauger et de ne pas être tout de suite dans la rencontre physique avec les risques que ça peut comporter. Donc c'est un phénomène complexe. Enfin, effectivement, a priori, on va plus du côté de du triomphe du capitalisme et de la marchandisation des rapports. Mais je pense que les gens sont suffisamment, ils prennent la chose en main et ils en font quelque chose d'autre, quoi, je pense. Oui, c'est toujours un peu ça. Hein. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est bon, il y a Tinder, mais par exemple Mythique qui est le plus costaud, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le plus costaud, et ça repose sur la rencontre sérieuse. Donc de toute façon, ces débats-là qui continuent. Et même chez les jeunes, il y a toujours cette angoisse. Ouais, mais maintenant tout se passe par le portable, etc. Oui, sans doute, ça doit changer des choses. Ça change des choses dans l'école, ça change des choses partout. Mais en même temps, c'est d'humain. Et Jules Jaffray cite toujours Stendhal. Hein, on n'empêchera jamais un rossignol de chanter au printemps. Donc il y a aussi la plus grosse révolution. En fait, il y a les réseaux sociaux, mais il y a vraiment MeToo, quoi, qui est une vraie. Enfin, pour nous, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire le film. C'est que c'est une vraie révolution. On s'en rend pas compte parce qu'il y a une grosse réaction en ce moment contre, mais c'est au niveau de ce qu'on peut vivre en amour, quelque chose qui est fabuleux, parce que c'est sans doute la première fois qu'émergent ces questions de vraiment vivre l'amour comme on l'entend, et en fait c'est très perso, et donc chacun peut décider comme il veut. Voilà. Après, je pense que nous on a fait le fil du consentement, on se dit que peut-être qu'on peut aller plus loin que le consentement, qui est quand même déjà un peu en retrait, quoi. Je consens, quoi, hein. Et on commence à définir le j'ai envie, ce qui est quand même... Ouais, autre chose. Justement, sur cette question du consentement, sur l'après du j'ai envie, vu ce que tu viens d'expliquer, c'est ma dernière question. Depuis 2 siècles, l'amour est une affaire d'État, c'est ce que vous racontez. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une liberté totale, une liberté du désir? Est-ce que vous direz qu'on approche au cours des différentes luttes que vous évoquez dans ce documentaire à la liberté, et où est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une limite à la liberté du désir? Vous connaissez peut-être ce poème de Brigitte Fontaine, où elle dit « Ne prenez pas vos désirs pour des banalités. Nos désirs sont-ils devenus des banalités ?» Moi, je dirais que c'est un peu la liberté telle que Marx la définissait, c'est-à-dire le loup libre dans la bergerie libre. C'est-à-dire que pour l'instant, on a quand même le sentiment que notamment tout ce qui concerne les rapports de pouvoir ne s'est pas encore éclairci. Justement, MeToo est au cœur de ça, et qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à une liberté libre, si je puis dire comme ça. Ouais, nous, on a été un peu étonnés. C'est-à-dire qu'on est allé dans ce film, pour faire ce film comme une évidence. Ben voilà, il y a MeToo, donc on va raconter toute cette histoire-là. Et on s'est aperçu que non, quoi. Dire que une femme et un homme, il
plein de différences, mais pas de différence. On regarde avec les yeux comme ça, bah si quand même. Bon, et puis les gros besoins masculins, par exemple. Là, ça reste. Les gros besoins masculins. Qu'est-ce que tu veux bah, c'est comme ça, quoi. Et puis il faut faire attention. Et puis ah bah oui, gros besoins et tout. Et donc du coup, non, on est au tout début. On est au tout début et il faut vraiment en parler. C'est-à-dire se parler sans parler. Enfin, si on commence à Saint-Valentin pour nous programmer, faut se parler, quoi. Faut en parler. Il y a pas de. Il y avait Laurent là qu'on a interviewé qui est super, qui raconte comment bah, même pour les hommes, quoi, le plaisir, il peut se développer d'une façon qui s'est jamais développée parce que depuis le 19e siècle, on leur demande, comme il dit, d'avoir le plaisir au bout de leur queue et que c'est assez limité. L'État organise même, c'est raconté dans le film, les maisons closes pour ça, pour satisfaire. Et voilà, et développe notamment les bordels et à Paris et dans les colonies, capitale du sexe, Bangkok, c'est ça l'amour à la française aussi, hein, c'est le Bangkok européen, et puis les colonies, des quartiers entiers organisés comme des bordels, etc. Donc du coup, non, on est vraiment dans cette période un peu charnière où il y a plein de possibles et plein de refus. Voilà. Et puis, un drôle de truc dont on s'est aperçu aussi, c'est que dans l'histoire de l'amour, ça s'accumule par strates. C'est-à-dire rien ne s'enlève, des idées préconçues ou des combats, etc. Mais on accumule alors bon, faut trier dans tout ça. Ça, c'est drôle aussi. C'est aussi ça qui fait que l'amour est surprenant. Mais il y a... Non, on est au tout début, là. Puis il y a une chose qui change aussi et qui en fait, justement, qui rend les choses encore plus complexes, c'est le fait que, depuis quelques années, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'amour à la française devient un marqueur politique. Ouais. C'est-à-dire contre les populations immigrées qui ne connaissent pas cet amour à la française si fin, si subtil, etc. L'amour à la française devient vraiment un marqueur identitaire. Et donc il y a une récupération politique de ça, c'est-à-dire que en fait on est français si on est galant, si on sait séduire, si on etc., etc. Et donc ça vient, comment dirais-je, complexifier encore la question et la politiser aussi. Merci à tous les deux. Ce soir, avec ou sans Valentin ou sans Valentine, on regarde sur France 3 le documentaire L'amour à la française, qui existe aussi en version livre aux éditions First. Et un truc pour les ados ou les gens qui ont envie de lire plus légèrement, c'est chez Nathan. Super. Il faut absolument regarder ce documentaire. Il y a des images d'archives exceptionnelles même. On comprend beaucoup de choses et bravo à vous. Merci. Merci.